Je suis Martin Mendiara, le co-animateur du groupe thématique culture de la France Insoumise. Un petit mot juste pour vous dire que c'est une des nombreuses conférences proposées par les groupes thématiques que nous avons aujourd'hui, qui s'inscrit pour notre part dans la continuité des réflexions qu'on mène aux amphis pour approfondir notre pensée sur la politique culturelle tout en la connectant aux autres champs de notre combat politique à la France Insoumise et plus largement encore. Et que cet après-midi, nous vous donnons également un second rendez-vous à 17h30 dans une des tentes par ici également, pour la conférence Quelle politique culturelle en ruralité, qui vous verrez s'articule en de très nombreux points avec la conférence de ce matin, avec Emmanuel Gourvitch du SINAVI, Sylvie Ayard de la Confédération nationale des foyers ruraux, ainsi que Laurent Alexandre, député LFI NFP. Voilà, et je donne la parole à ma chère co-animatrice Mathilde Louvain pour l'animation de la conférence. Merci Martin. Donc peut-être revenir déjà sur l'idée de cette conférence, la thématique et pourquoi on a invité les intervenants-intervenantes sur cette question. Ça nous est venu tout de suite après l'annonce des coupes budgétaires drastiques de Le Maire. Donc on rappelle ce plan de 10 milliards, dont 200 millions en moins pour la culture, dont 96 millions en moins pour la création. Et là, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on travaille la question de l'austérité et de ses conséquences directes sur les arts et la culture. Et puis après, on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'avoir que cet axe budgétaire, qu'il fallait qu'on élargisse. Et l'austérité, on l'a pris au sens large. Donc austérité aussi contre la liberté de création. De manière générale, la question de la censure. Donc voilà, c'était un axe assez large. Bien que, évidemment, quand on dit moins de budget, on dit plus de contraintes, moins de prise de risque artistique, donc moins de liberté. Enfin voilà, je pense que le fil est assez simple à tisser. Alors qu'évidemment, les arts et la culture que doivent défendre nos politiques culturelles, voilà, Martin le dit et on peut le penser tous et toutes, c'est le poumon de notre démocratie. Et face à la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui, on peut parler d'abord du national, voilà, le NFP qui gagne l'élection et en tout cas son résultat qui n'est pas reconnu par le président de la République. Lui-même qui qui de plus en plus est un autocrate, clairement. Vous le voyez avec toutes les temporalités qui nous ont été imposées. On en parlait juste à l'instant avec Eva. Ça n'a jamais été aussi long. Cette attente et le fait d'avoir un gouvernement aux affaires courantes. Voilà, comme ça, pendant presque un mois. JO oblige. En tout cas, il y a aussi cette question des menaces contre la démocratie qu'on peut voir à une échelle mondiale. On en parlait hier à la conférence de Jean-Luc, mais la fin de cette ère, de l'expansion de la démocratie, où on va malheureusement plutôt vers un déclin de ces forces démocratiques qui vont vers donc les forces plus obscures du fascisme et de manière plus générale de l'autoritaire. Donc, pour nous, c'était vraiment intéressant d'aller vers cette question-là, de la lutte pour la démocratie et de la lier aux arts et à la culture. Et très récemment, il y a une petite actualité qui a prouvé à quel point les arts pouvaient faire débat, ils pouvaient être politisés, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, bien évidemment, on peut rester très critique sur ces JO avec leurs conséquences sociales et écologiques, mais quand même, il y a quelque chose qu'on peut retenir et qui est important, c'est la mise en valeur du service public à travers la direction artistique de cette cérémonie. Donc Thomas Joly notamment, pas que lui, mais cette direction artistique, voilà, qui a proposé, quel qu'en soit le regard qu'on lui porte, mais une cérémonie avec un nombre de danseurs, de comédiens, comédiennes, voilà, qui est assez énorme. En gardant un petit œil vigilant sur le droit du travail, voilà, des petits soucis, on ne l'oubliera pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est cette cérémonie qui a été décriée comme une propagande wokiste. Surtout, en fait, ce qui est important de souligner, c'est l'art, c'est une façon de se projeter, et ce qu'on voit, c'est un regard sur le monde possible de demain,
un monde futur. Et il y joue donc, l'art, il joue tout son rôle dans cette dynamique de projection de tous et toutes dans un monde où on serait plus représenté, mieux représenté, que chacun et chacune puisse être mieux représenté. Et évidemment aussi, donc, cette création sous le signe du service public, on peut rappeler la présence de la chef d'orchestre Zaya Zouani, de l'orchestre de Seine-Saint-Denis Divertimento, Zaya, qui vient du conservatoire de Pantin. Là, petit clin d'œil pas négligeable à l'enseignement artistique, à quel point voilà, c'est quelque chose qui nous est cher et qui est vraiment très important. Et ça permet de faire le lien aussi avec cette dynamique des arts et de la culture, qui sont évidemment l'endroit de l'émancipation. Et c'est comme ça qu'on le voit et qu'on le défend. On parle de liberté de création et on parle aussi d'accessibilité pour toutes et tous, de pouvoir penser son monde de manière poétique, critique, et ce qui nous constitue en fait toutes et tous en tant que citoyens et citoyennes. Donc voilà, je pense que c'est important d'aborder ce sujet avec la question du service public de la culture à défendre, à préserver, à protéger. Dans cette perspective d'émancipation et évidemment de soutien aux artistes qui font vivre ce secteur. Donc, à côté de moi, nous avons Guylain Gauthier, qui est secrétaire général de la CGT Spectacle. Sonia Feynman de l'association Les Amis pour le théâtre de Jenin, le Freedom Théâtre, Jenin en Palestine. Eva Doumbia, qui est metteuse en scène, autrice et qui a également créé l'association Décoloniser les arts. Et enfin, Jean-Christophe Célin, qui est co-coordinateur du Parti de gauche et aussi auteur d'un livre dont il nous parlera, Le capitalisme contre les arts et la culture. Merci à toutes et tous d'avoir accepté notre invitation et je commence par donner la parole à Guylain. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Voilà, bon, on va rebalayer un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière. Le sujet étant très large, je pense que c'est important de parler des enjeux qui traversent le secteur du spectacle vivant. Je limiterai un peu mon intervention sur la question du spectacle vivant, même si on a des très très gros enjeux sur l'audiovisuel public qui cherche encore un financement pérenne et dans le contexte politique actuel, on a des très grosses inquiétudes sur le devenir de l'audiovisuel public et il ne faut pas l'oublier. Ce sera un sujet majeur pour la rentrée. On a passé une année dernière, les professionnels du spectacle ont passé une année difficile l'année dernière, avec ces coupes budgétaires de l'État, on en a parlé, mais cette situation budgétaire, elle est plus complexe que la simple coupe budgétaire de l'État, puisque un certain nombre de collectivités territoriales sur le territoire ont commencé à se désengager dès l'année dernière, dans une situation post-Covid, du financement du spectacle vivant, des arts visuels, etc. Donc on a des collectivités qui retirent, par exemple, des subventions entières en cours d'exercice, parfois pour des raisons de contraintes budgétaires. C'est un vrai sujet, le budget alloué aux collectivités, leurs moyens de conduire leur mission. Parfois pour des raisons politiques, et on a eu le cas le plus flagrant en Rhône-Alpes. Je vois qu'il y a des camarades de Rhône-Alpes avec Monsieur Vauquier, hein, qui a retiré en cours d'exercice des budgets très importants aux structures, voilà, avec des luttes importantes. Les conséquences pour nos secteurs dès l'année dernière, elles ont été très claires. Moins d'argent public, donc moins de programmation, moins de diffusion de spectacles. Donc on a eu tout un tas de structures, notamment des opéras, mais aussi des structures de théâtre et autres, qui ont prévu des programmations raccourcies l'année dernière. Et donc ça a des conséquences directement sur l'emploi des personnes, des artistes, des techniciens du spectacle, notamment intermittents du spectacle. Et puis ça a des conséquences évidemment sur notre capacité de conduire un service public du spectacle sur le territoire. Et donc on s'est mis déjà dans une logique de mobilisation l'année dernière sur ces thématiques-là, avec une prise de conscience collective qu'on n'y arriverait pas tout seul,
et que c'était un sujet qui touchait aux structures et qui touchait aussi aux salariés. C'est pour ça qu'on a constitué une intersyndicale un peu atypique sur le territoire, c'est-à-dire que la CGT Spectacle, avec d'autres organisations syndicales, CFDT, FO et d'autres, se sont rapprochés des organisations d'employeurs du secteur qui participent au service public du spectacle vivant, le Syndéac, SNSP, Sinavi, etc. Pour constituer une plateforme commune de revendication et pour qu'on engage des actions communes sur le territoire, des actions de mobilisation, des actions de sensibilisation. On a commencé à le faire dans un contexte politique assez ballottant, hein, donc, et tout ça c'est un peu pas interrompu, mais en tous les cas on a changé un peu notre fusil d'épaule au moment de la dissolution. Puisque la menace du Rassemblement national a été prise très très au sérieux par nos professions, pour deux raisons principalement. Déjà parce que on pense que le Rassemblement national est l'ennemi de nos professions et que s'il arrivait au pouvoir au niveau du gouvernement, il pourrait pousser pour faire passer ses idées à travers la nomination des directions, par exemple des lieux du service public en France. Aujourd'hui, vous avez des théâtres, les directions, une partie des théâtres en France, les directions sont nommées par la puissance publique, par le ministère de la Culture, et donc si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, directement, on aurait un impact sur ces directions, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs en Italie, hein, l'arrivée de Meloni s'est traduite directement par des changements de direction et par un changement de programmation sur les territoires. Le deuxième risque qu'on avait identifié, c'est la question des aides et des subventions, puisque on craint aussi que le Rassemblement national baisse les subventions aux structures publiques. Et puis on a eu des déclarations assez inquiétantes de ce parti et de ces tendances d'extrême droite sur le régime des intermittents du spectacle. Et donc grosso modo toute la profession a vécu de manière très inquiète cette période, mais aussi de manière très engagée et militante. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu des très belles mobilisations, notamment à Avignon, assez spontanées d'ailleurs. Hein. La CGT a été moteur là-dedans, mais disons qu'en quelques jours, tout d'un coup, les rues d'Avignon se sont remplies, et ça a participé sans doute à faire gagner Raphaël Arnaud sur une circonscription qui était détenue par le Rassemblement national. Bon, une fois qu'on a passé cette séquence, on est soulagé, certes, mais les dangers sont encore devant nous. Et puis on a cette séquence politique qui est quand même assez complexe. On a une assemblée quand même très composite, et nous on a besoin de réponses. On a besoin de réponses sur les budgets, parce que la situation à venir est catastrophique. Disons que cette année, le gouvernement a plus ou moins sauvé les meubles en allant pomper dans des réserves de précaution et puis en allant pomper dans les réserves de certains opérateurs nationaux, Opéra de Paris, etc., pour combler justement ces baisses de budget au niveau de l'État. Là, on vient d'apprendre qu'il y avait une loi de finances en préparation avec ce gouvernement un peu transitoire qui reprend ses coupes budgétaires de l'année dernière. Et donc, grosso modo, il n'y a plus de gras. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des coupes de budget sur les territoires qui vont impacter directement les aides aux projets, les aides aux compagnies et les chiffres qu'on nous a indiqués avant l'été, c'est des milliers de spectacles en moins l'année prochaine. Une compagnie sur deux menacée de disparition. Voilà. Donc on est face à ce que nous on dit un plan social qui ne dit pas son nom. Hein, voilà. On laisse crever une partie du secteur et on n'est pas les seuls à être concernés. Il y a les écoles d'art territoriales qui sont dans des grosses difficultés. On a les enseignants artistiques dans les conservatoires qui se battent pour avoir des meilleures conditions salariales et qui peinent à boucler les fins de mois. Et on sent que la profession elle est vraiment à bout de souffle. Donc on a à la rentrée un gros enjeu sur le mouvement social, sur la défense du service public, et donc on va continuer cette intersyndicale qui est précieuse, et sur la défense des salaires et de l'emploi dans nos secteurs.
Jusqu'à présent, on peut dire que le bilan, il est quand même assez mitigé, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des belles mobilisations sur la question de l'extrême droite, on va dire. Mais sur la question des budgets, on a besoin que tout le monde s'y mette. Les directions sont tout à fait, conscientes des enjeux. On a rencontré la semaine dernière, je m'arrêterai là, mais des centaines de représentants du personnel. Et quand on a posé dans la salle la question qui a subi des coupes budgétaires, toute la salle lève la main. Donc c'est une question très, très générale. Sans mobilisation, dans le contexte politique actuel, on va se faire croquer, quoi. Donc nous, on va essayer de mettre en place tout ce qui est possible pour que cette mobilisation, elle prenne. Après, il faudra, et on en a parlé ce matin avec Emmanuel du Sinavi, qui représente les compagnies de théâtre, il faut qu'on parle un peu du modèle. Il faut qu'on parle de la répartition de la valeur dans le secteur, parce qu'on sent qu'on est à bout de souffle, quoi, sur ce modèle de création et de diffusion. Et donc on a besoin de poser un débat collectif avec l'ensemble des employeurs, avec l'ensemble de la diversité de la création sur qu'est-ce qu'on veut comme projet politique pour la culture. Parce que ce qui pêche en fait depuis plusieurs années, et je terminerai là, c'est le fait que les politiques, en tout cas les gouvernements successifs, ont abandonné l'idée d'une ambition politique culturelle pour celle d'une politique gestionnaire de la culture. Et donc on sent les conséquences de manière très marquée actuellement. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Eva. C'était très important pour nous d'avoir une artiste à cette table. Donc c'est vrai que c'est une réflexion très large qu'on amène, mais c'était important d'avoir votre point de vue sur notamment l'austérité évidemment culturelle au sens large, et puis plus globalement sur votre travail et comment ça peut répondre à cette question de la lutte pour la démocratie. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Non. Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je suis représentante, je pratique le spectacle vivant et écrit. Hein. C'est vrai que les arts... là, j'ai l'impression qu'on va essentiellement parler des arts de la scène, mais en fait, il y a d'autres disciplines qui sont encore moins bien loties que la nôtre. Je pense aux arts plastiques notamment. Et voilà. Moi, je suis metteuse en scène. C'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Hein? Faut que je recule? Ah, ok, merci. Merci. Donc moi je suis metteuse en scène et en fait lorsque je lis l'intitulé de la matinée, c'est les arts à l'aune de la démocratie. Et je peux pas m'empêcher de penser à un dramaturge qui s'appelle Édouard Bond, qui est décédé cette année, qui a écrit dans les commentaires sur les pièces de guerre, je crois, ou c'est dans Mardi. Enfin, peu importe. Il écrit l'art dramatique est au cœur de toute démocratie. Et en fait, c'est un peu ce qui fonde mon travail. Donc, moi, en fait, je fais partie. Je suis pas créatrice du collectif Décoloniser les arts. Je suis une des cofondatrices. On est plusieurs. On est essentiellement des femmes à avoir, à partir d'un certain moment de notre parcours artistique, compris qu'il y avait des questions de discrimination à l'intérieur de nos professions et que ces discriminations étaient comme celles qu'on a dans toute la société, et que la question de la race et des cultures d'origine, en fait, en faisait partie. Donc, je vais exemplariser à partir de mon cas. Alors, je suis pas du tout à la marge. J'ai fait le Conservatoire national supérieur. J'ai une formation qui est académique. J'ai été formée notamment par Christiane Loupa et Jacques Lassalle. Donc, en fait, voilà des gens qui sont... Et néanmoins, par rapport à tous les gens qui étaient dans mes promotions, en fait, je suis l'une des seules à ne pas diriger aujourd'hui d'établissement culturel. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas postulé. J'ai postulé plusieurs fois. Dans des endroits qui m'intéressaient. J'ai grandi en Normandie et la seule fois où j'ai été dans une shortlist, c'est une blague même, c'est à La Réunion. Alors j'avais jamais foutu un pied à La Réunion.
Alors mon travail artistique, en fait, il est parce que la question de art et politique, elle déclenche 3 choses. Il y a le fait que je suis effectivement une des fondatrices de Décoloniser les arts. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de décoloniser les arts? C'est donc, si on décolonise les arts, c'est bien qu'il y a quelque chose de colonial dans les disciplines artistiques, quelles qu'elles soient. Et effectivement, dans les arts plastiques, c'est évident quand on regarde en fait les œuvres, la question coloniale, elle est toujours sous-jacente en fait. Je parle des œuvres classiques et dans le spectacle vivant, évidemment. Alors la première chose en fait à laquelle on s'est attelé, c'est les questions de représentation. Qui représente qui et qui est sur les plateaux et quelles histoires on raconte. Ça, c'était le premier chantier. La question des directions, elle arrive après, mais en fait, elle est concomitante. Et parce que si on a des directions qui sont tenues par des personnes qui ont des origines, on va dire, extra-européennes, on va forcément avoir des histoires. En fait, on va avoir une écoute différente, une propension à vouloir faire entrer dans la salle des personnes qui constituent en fait plus de 30% de la population française. Donc cette question, elle est importante, elle est nécessaire et en fait, elle est aussi en réalité comment dire, fondamentale dans la situation politique que l'on traverse actuellement, puisque la question de l'imaginaire, j'essaie de faire tout en 10 minutes, hein. Donc la question de l'imaginaire, en fait, elle est importante, en fait. Pour moi, décoloniser les imaginaires, c'est décoloniser les arts, c'est lutter contre CNews et la pensée Bolloré. C'est la pensée en fait décoloniale, elle est forcément beaucoup plus complexe, elle est historique. Et moi, en tant qu'artiste, il y a une des choses que je pratique dans mon travail, c'est la question historique. C'est-à-dire que mon travail artistique s'attelle à ressortir des vieilles histoires qui sont très peu connues de la France. D'écrire du théâtre. Par exemple, le prochain spectacle qui va arriver là, c'est une histoire méconnue qui est le massacre de Chasselet. C'est un massacre qui a été commis par les nazis sur les tirailleurs en 1940. Et en fait, c'est de ressortir des histoires, de parler par exemple de la relation entre l'alimentation, notre alimentation et la colonisation. C'est de parler des violences policières, le texte qui tourne plus, que vous pourrez trouver si vous le cherchez, il se trouve facilement. Il s'appelle Le Yinche. C'est une histoire qui raconte une famille noire qui est aux prises avec la violence policière. Bon, en fait, dans mon travail, il y a toujours eu en fait quelque chose qui était lié à ces questions-là. Et en fait, le moment de la création de Décoloniser les arts correspond au moment où je m'aperçois que je suis pas toute seule. Et en fait, on s'est réunis et on s'est aperçu que c'était intéressant. On a un bouquin qui s'appelle Décolonisons les arts, qui est publié aux éditions de l'Arche, où on est plusieurs contributeurs RIS, essentiellement des femmes d'ailleurs, qui peut être aussi un outil pour d'autres, voilà. Et donc aujourd'hui, quand une des questions que je me pose aujourd'hui, c'est comment nous, en tant qu'artistes, on peut se mettre au service d'une pensée de gauche, d'une pensée progressiste, et qu'on peut se mettre aussi de manière très crue, en fait, au service d'une propagande de gauche pour inciter des gens à aller voter. Alors évidemment, ça veut dire, c'est une démarche militante puisque et personne va nous financer pour aller voter pour Mélenchon. Mais par contre, je pense que c'est très important puisque et c'est d'ailleurs, moi je dirais pas que, pardon, hein, que un gouvernement du Rassemblement national est l'ennemi du secteur culturel, c'est que le secteur culturel, par sa composition, par sa pensée, est l'ennemi du Rassemblement national. Et c'est dans ce sens-là, en fait. C'est parce que nous sommes, en fait, nous amenons une pensée qui est différente, nous amenons une pensée qui est
le contraire. Nous amenons tout simplement de la pensée, de la complexité, ce qu'on appelle du vivre ensemble, mais dans le sens réel, c'est-à-dire la possibilité d'être une communauté faite des différentes cultures qui peuplent la France, que nous sommes en fait que nous sommes un danger pour l'extrême droite. Et par ailleurs, moi, je pense fondamentalement que s'il y a une réaction dans le monde entier, dans le monde occidental, entier, c'est parce que en termes de pensée, nous avons gagné. Nous avons déjà gagné. Moi, je le vois sur les jeunes générations. J'ai un enfant de 16 ans et qui a des copains. Et je le vois aussi parce que j'enseigne pas mal en établissement supérieur. Et je vois qu'il y a quelque chose qui a énormément changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme moi, j'étais dans les écoles de théâtre, j'étais tout le temps la seule noire. Tout le temps la seule personne racisée. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Et sur les questions de genre, c'est exactement la même chose. Et sur les questions de validisme, ça commence à peine, mais ça va gagner aussi. Et donc, c'est parce que nous avons dans les mentalités, nous avons dans la pensée gagné, et cela s'exprime dans nos disciplines artistiques, que la réaction se fait. Et je crois que c'est important de le dire. Et c'est aussi ça que moi qui me donne le désir de continuer et qui fait que parce que je sais que j'ai raison. Pardon, tu m'arrêteras si je suis trop longue. Merci beaucoup, Eva. Je passe maintenant la parole à Sonia et avec cette réflexion dont tu parlais, Eva, voilà comment on est l'ennemi de l'extrême droite. Et donc, comment, à votre tour, Sonia, vous allez pouvoir nous parler du Freedom Theatre qui, par son action, création artistique, action culturelle, en tout cas toutes les facettes de son action, fait de la résistance culturelle, fait de la résistance tout court d'ailleurs. Je vous passe la parole. Merci. Merci d'être là. Écoutez, on peut poser la question, pourquoi parler du Freedom Theatre, qui est bien loin géographiquement, mais très proche dans les cœurs, dans cette conférence sur la lutte, enfin la place des arts dans la lutte pour la démocratie. Alors, le Freedom Theatre, qui est situé dans le camp de réfugiés de Jenin, au nord de la Palestine, est pleinement justifié, disons, sa présence ici, c'est pleinement justifié parce que d'abord, c'est un théâtre qui lutte pour la libération de la Palestine et c'est un théâtre qui lutte à l'intérieur de la Palestine et de la société palestinienne pour la démocratie. Et je vais essayer de montrer ça, j'espère que ce ne sera pas trop long, sinon vous m'arrêtez. Donc ce théâtre qui s'appelle en français Théâtre de la Liberté, en anglais Freedom Theatre, est partie prenante vraiment d'un mouvement mondial pour la justice et la liberté. Il s'affiche comme ça, il vit comme ça, il pratique comme ça. Et donc, ils sont au sein du camp de réfugiés de Jenin. Vous savez que depuis la Nakba de 1948, les Palestiniens ont peuplé de nombreux camps de réfugiés sans jamais avoir le droit de retourner sur leur terre, dans leur village ou dans leur ville. Et donc, ils sont parqués dans des camps. Alors, ce ne sont plus des camps de tente, évidemment, 60 ans après, et plus, 76 ans après. Ils sont dans des camps qui se sont transformés en quartiers de construction plus ou moins précaires, plus ou moins solides, ça dépend. Mais à l'intérieur de ce camp, ce qui les préoccupe, le Freedom Theatre, c'est le devenir des enfants et des jeunes qui sont soumis à cette oppression permanente du régime israélien et de l'armée israélienne qui envahit sans arrêt le camp. Et donc l'idée, c'est à partir du travail avec les enfants et les jeunes, leur permettre de pouvoir d'abord se divertir, imaginer autre chose que leur vie et s'épanouir, s'instruire, etc. Alors pour ça, c'est un exercice qui permet de se décaler à l'intérieur de cette troupe, c'est se décaler du quotidien complètement mortifère et exprimer ses talents. Et donc il y a une école de théâtre qui a été créée au sein du Théâtre de la Liberté, qui fait en un cursus de 3 ans des comédiens ou aussi des techniciens du théâtre. Et un certain nombre de jeunes qui sont passés par cette école sont devenus des comédiens professionnels qui travaillent soit avec le Théâtre de la Liberté, soit ailleurs. Ils sont partis pour plusieurs d'entre eux dans d'autres pays où ils font carrière.
Alors, l'histoire du théâtre, je la rappelle en quelques mots, peut-être que certains vous la connaissent, mais ça remonte aux années 80, lors de ce qu'on appelle la première intifada, le soulèvement contre Israël. Une femme israélienne qui s'appelait Arna Mer a épousé un Palestinien qui s'appelait Saliba Hamis, et donc Arna Mer Hamis s'est rendue dans le camp de réfugiés de Jenin pour travailler avec les enfants, leur faire faire de l'art corporel, du dessin, beaucoup d'activités artistiques et culturelles pour les sortir de cette gangue dans laquelle ils vivent sans pouvoir s'épanouir, sans pouvoir sortir, voyager, etc. Elle avait créé un théâtre, un petit théâtre spécialement pour les enfants qui s'appelait le Théâtre de Pierre, qui a fonctionné quelques années, qui a été complètement détruit de la même façon que les 3/4 du camp de réfugiés palestiniens de Jenin en 2002, où il y a eu une grosse invasion de l'armée israélienne. Son fils, qui s'appelle Giuliano Merhamis, a repris le flambeau. Après quelques années, parce qu'il était parti dans une carrière de comédien international, il a repris ce flambeau et il a créé en 2006 le Théâtre de la Liberté avec 2 autres personnes. Zacharias Beidi, qui était le chef des martyrs des brigades d'Al-Aqsa dans le camp et qui a laissé la lutte armée pour la lutte culturelle. Et puis un autre qui s'appelle toujours Jonathan Sanzak, qui est un Suédois juif de mère israélienne et qui a porté son intérêt sur le théâtre palestinien. Donc d'emblée, ce théâtre s'est placé sur une trajectoire assez originale où le corps, le geste, la voix font résonner une détermination de chacun et chacune à s'assumer comme palestinien et à s'assumer comme citoyen du monde. Donc il y a cette ouverture sur le monde qui est très travaillée. La même année s'est créée l'association dont je fais partie, les Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin en France. Et dans des conditions très difficiles, on peut dire que le théâtre, la scène artistique palestinienne est foisonnante parce qu'il n'y a pas seulement ce théâtre, il y en a d'autres. Il y a des compositeurs de musique, il y a une école de musique très célèbre qui s'appelle Al-Kamanjati, qui collecte des instruments dans le monde entier pour permettre à des jeunes Palestiniens de faire de la musique. Il y a des clowns, il y a une école de cirque en Palestine occupée, et des poètes, dont le plus célèbre qui est mort était Mahmoud Darwish, mais dont aussi une femme célèbre qui s'appelle Darin Tatour a été emprisonnée pour un poème qu'elle a écrit qui s'appelait « Résiste, mon peuple résiste ». Donc, vous voyez, il y a un foisonnement, et du côté des théâtres, il y en a beaucoup. Je peux citer par exemple les plus connus, peut-être le Al-Hakawati, qui est le théâtre national palestinien à Jérusalem-Est, le théâtre Yes Théâtre à Hébron, le Ashtar Théâtre à Ramallah, et un ami américain qui vit en France, enfin qui est américano-français, qui connaît très bien le théâtre palestinien, a écrit il y a 3 ans, enfin après un travail de plusieurs années, un livre où il y a de l'écriture et du théâtre, à partir de 56 interviews d'acteurs palestiniens, qui est très intéressant. Il représente 26 théâtres, et on voit dans cet ouvrage toute la richesse du théâtre palestinien. Alors on peut dire que la spécificité du Freedom Theatre, c'est de s'être déployé dès sa création, et de plus en plus maintenant, à une échelle internationale, avec des tournées, des partenaires dans différents pays. La résistance de ce théâtre est avant tout dirigée contre l'oppression colonialiste israélienne, mais contre les invasions de l'armée, dont la brutalité et la fréquence n'ont cessé d'augmenter, surtout depuis le 7 octobre. Et on peut dire que dans ce contexte, le fait d'exister, de se maintenir dans le camp de Jenin, de faire des tournées à l'étranger, d'être un membre actif du collectif des arts vivants palestiniens, c'est déjà la résistance. Et c'est une résistance qui est cher payée par des arrestations multiples. Depuis des années, on ne compte plus le nombre de membres du théâtre qui ont été arrêtés, mais plus récemment, Bilal Al-Saadi, qui est toujours, mais qui est en prison, le président plutôt du directoire du théâtre, a été arrêté il y a 2 ans et est toujours en prison. Et plus récemment, dans le cadre de la répression qui s'abat sur la Cisjordanie occupée parallèlement au génocide à Gaza,
Mustapha Cheta, qui est le directeur du théâtre, a été arrêté en décembre dernier et tous les deux sont sous le régime de la détention administrative qui arrête des gens sans raison, sans accusation, sans procès et avec un renouvellement tous les 6 mois qui peut durer des années. C'est aussi par ses productions et initiatives que le Freedom Theatre manifeste sa résistance à toutes les formes d'oppression qui ne relèvent pas seulement de l'oppression israélienne. Par exemple, l'année dernière, ils ont organisé un festival de théâtre féministe international sur place où des troupes de femmes étrangères sont venues. Ça a été, par exemple, il y avait 2 femmes, Fidad Zidane et Mariam Bacha, palestiniennes du camp, qui étaient toutes les 2 membres du comité artistique entièrement féminin. Elles ont présenté ce théâtre, elles ont présenté les troupes. Zoé Laferty, qui est anglaise, mais qui est en même temps directrice artistique associée au théâtre, est aussi intervenue. Elle a fait un compte-rendu dont je passe les détails que j'avais prévu de vous dire, parce que sinon ça va être trop long. Et ce théâtre qui devait être le premier d'une série, en fait, s'est arrêté parce que depuis le 7 octobre, il y a eu tellement de menées destructrices sur la Cisjordanie que ça n'a pas été possible. Je vous ai parlé des arrestations et le théâtre lui-même a été attaqué, pillé et une partie de ses bâtiments a été endommagée. Alors, par ces spectacles et avec son école de théâtre, le Freedom Theatre s'insurge aussi contre l'hégémonie culturelle occidentale. Une hégémonie d'abord personnalisée par le colonisateur israélien, bien sûr, mais présent aussi dans cette espèce de regard humanitaire qu'on porte sur la Palestine, en Europe et aux États-Unis notamment. C'est un regard orientaliste, donc méprisant vis-à-vis de ce théâtre, et plus largement les Palestiniens, qui ne voient dans les Palestiniens que des victimes et dans leur expression culturelle que des aspects folkloriques ou militants. Mais cette hégémonie est aussi perceptible de la part dans le mouvement dit de soutien à la Palestine, même si c'est involontaire et inconscient peut-être, quand on voit des militants qui n'attendent du théâtre palestinien que une sorte d'agit-prop, que des réactions militantes contre la colonisation. Or, le Freedom Theatre ne veut pas être réduit à un groupe d'agit-prop, justement, mais être bien considéré comme un théâtre professionnel engagé. Avec une capacité particulière de décentrement, le Freedom Theatre parle à une audience très vaste, très diverse dans le monde, dans plusieurs pays. Une pièce emblématique de cet état d'esprit, je vais vous en dire 2 mots, j'y s'appelait parce qu'elle a été jouée en France il y a 3 ans, mais elle continue à être jouée peut-être dans d'autres pays, s'appelle Retour en Palestine. Et c'est l'histoire d'un jeune Américain dont les parents venaient de Palestine, sont des réfugiés, mais lui ne connaît pas la Palestine. Et il fait un voyage pour aller découvrir ce mythe de la Palestine qu'on lui a servi et resservi. Et il va de déconvenu en déconvenu et il est accompagné par un petit groupe. Il y a 6 comédiens sur scène qui ne font que se moquer de lui parce que tout ce qu'il voit déçoit ses attentes, mais c'est une dérision sympathique. Et donc, on voit que une certaine forme d'oppression aussi dans la société palestinienne marque la réalité. Alors, pour parler du Freedom Theatre dans le monde, les spectacles du Freedom à Jenin ou ailleurs en Palestine font salle comble. C'est un théâtre qui est très très apprécié. Et en France, ils viennent aussi, et cet été, peut-être certains d'entre vous les ont vus, à Dieu-le-Fit, à Avignon aussi, et ils continuent leur tournée. Alors, depuis le début, nous, en tant qu'association d'amis, nous avons choisi de concentrer notre soutien financier, parce qu'il faut bien parler des choses vulgaires. Donc, on collecte de l'argent, il y a des cotisations des membres, il y a des dons solidaires, militants, et puis on pratique aussi des événements dans lesquels on recueille de l'argent pour eux, et on finance surtout le programme Enfants et Jeunes du théâtre, qui est un programme très actif, qui donne à des enfants et à des jeunes des possibilités de s'évader un peu mentalement et quelquefois physiquement de l'oppression. Donc, on a réagi aussi à tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre.
donc en concernant plus largement que le Freedom Theatre, la culture en Palestine. On a rédigé une tribune qui est parue dans la presse en janvier, qui a été signée par plus de 200 artistes. On a demandé à des artistes du cinéma, du théâtre, de la peinture, enfin de tas de disciplines, et à des intellectuels de s'intéresser à la question. Ça a eu un certain retentissement, et à partir de là, on essaye de constituer un milieu artistique en France qui s'intéresse à la culture palestinienne et qui soutienne le Théâtre de la Liberté et d'autres éventuellement. Après cette prise de position, on a invité les signataires et d'autres artistes à une action de rue, place de la Bastille, en France, le 2 mars, à Paris, je veux dire. Et on souhaite poursuivre et renforcer les coopérations entre des artistes de France et des artistes de Palestine. C'est déjà le cas avec une nouvelle pièce qui s'appelle Le Métro de Gaza, qui est mise en scène par un metteur en scène français, Hervé Loachemol. Et on prévoit un événement le 25 avril 2025, donc vous avez le temps d'y penser, à Nanterre, ça aura lieu. Ça sera un événement culturel auquel un grand nombre d'artistes seront conviés pour que se manifeste de la musique, de la poésie, d'autres formes d'expression en défense de la culture palestinienne. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Donc je vais passer la parole à Jean-Christophe et sur la thématique, le capitalisme, donc contre les arts et la culture, et le lien avec ce que vous disiez, Sonia, sur comment les arts peuvent être catalyseurs de révolte et évidemment des champs d'expression individuels à défendre contre ce que vous appelez la pieuvre culturo-industrielle néolibérale, ou en tout cas de manière plus large, à quel point le capitalisme est une menace contre la diversité et la pluralité des expressions de manière générale dans les arts et la culture. Merci. Tout d'abord, un grand merci aux camarades donc, du groupe Culture de la France Insoumise pour l'organisation de ce débat. Pourquoi c'est important ? D'abord, c'est important pour toutes les raisons qui ont été évoquées, aussi bien les raisons avec le regard syndical, le regard de l'artiste, le regard de la militante associative par rapport au théâtre de Jenin, etc. Et parce que les arts et la culture doivent occuper un champ tout à fait central dans notre projet politique. Alors d'abord, je voudrais dire d'où je parle. Bon, je suis donc responsable, je suis le co-coordinateur national du Parti de gauche, donc le parti qui a initié la France Insoumise en 2016. Et je parle aussi de mon expérience d'élu à la culture à Toulouse, où j'ai géré et essayé de transformer les politiques culturelles entre 2008 et 2013, avant que le maire de Toulouse ne me retire ma délégation parce que je n'avais pas voté les budgets d'austérité le 20 décembre 2012. C'est une petite parenthèse qui peut éclairer tout le débat actuel sur les dynamiques austéritaires, et j'y reviendrai, y compris à la fin des échanges sur les propositions que nous faisons sur la bataille pour l'argent volé au service public depuis 12 ans, qui est quand même de 250 milliards, on en reparlera. Mais je voudrais vraiment insister ici, y compris parce que nous sommes dans les amphis d'été de la France Insoumise, où on va se le dire franchement, notre courant politique porte l'ensemble des questions, mais nous avons un peu souvent tendance à avoir une approche économiste, sociale, institutionnelle, et où la question des arts et de la culture ne sont pas véritablement au premier plan. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que les arts et la culture sont souvent considérés comme des champs annexes ou des champs complémentaires. Et pour autant, et j'y reviendrai dans le propos que je vais développer, ce sont des éléments extrêmement importants, non seulement de l'épanouissement individuel, mais de l'émancipation humaine à travers finalement les seules formes d'expression d'une civilisation qui reste quand l'humanité aura peut-être disparu. Ce sont les arts et la culture. Donc cette idée d'expression permanente et quotidienne et durable est une question absolument centrale. Donc je voulais vraiment insister, et mon propos sera véritablement un propos politique d'abord, de faire en sorte que les arts et la culture
soit au cœur de notre projet d'émancipation politique. Alors qu'entendons-nous par espace, par art et culture? Parce que c'est bien qu'on définisse l'objet aussi dans une discussion. Je vous propose une définition qui est quand même une définition communément admise, c'est que les arts et la culture, c'est l'ensemble des créations humaines, donc des créations artistiques, des créations scientifiques, l'ensemble des créations intellectuelles, et la culture, c'est l'environnement symbolique autour de ces créations. Et pourquoi la question, le fait de définir les arts et la culture en champs à la fois, je dirais pas séparés, mais spécifiques et avec des destins croisés est important, parce que si on ne fait pas le croisement entre les arts et la culture, il y a d'un côté les expressions des artistes, et puis il y a de l'autre côté la culture, qui est d'ailleurs très utilisée par le système capitaliste, où on a un discours culturel qui remplacerait le discours politique, où tout est culturel. Et évidemment, comme nous avons une machine de guerre, et ça a été dit dans l'introduction, en face de nous, qui consiste à araser les créations, les imaginaires, à standardiser, à marchandiser, à retrouver toutes les mêmes choses dans toutes les gares, dans tous les aéroports, dans toutes les télés, dans toutes les galeries marchandes, etc. Nous avons besoin d'avoir cet espace qui est véritablement un espace extrêmement important, parce qu'il doit rester un espace autonome, un espace libre et un espace indépendant. Et je fais cette articulation pour être véritablement dans le sujet, c'est-à-dire que les arts et la culture sont des éléments de lutte pour la démocratie et en miroir de lutte contre l'extrême droite. Parce qu'à partir du moment où l'extrême droite a comme projet politique, et je parlerai même du fascisme pour parler des choses très précisément, aussi bien du point de vue historique que du point de vue actuel, c'est-à-dire le dernier courant politique de la bourgeoisie, quand on n'arrive pas à faire en sorte de faire consentir à l'ordre établi par les mécanismes traditionnels qui sont ceux de la démocratie, de la discussion, etc., mais par la brutalité, que ce soit la brutalité sociale, la brutalité des institutions ou la brutalité policière et militaire, nous avons besoin d'avoir cet espace qui précisément, et ça a été dit, les acteurs culturels en soi sont contre le fascisme et contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite a pour objectif de détruire l'ensemble des droits démocratiques. Les expressions indépendantes de la classe ouvrière, des syndicats, etc., mais l'ensemble des droits individuels et des droits collectifs. Ça, c'est le projet de l'extrême droite. Il ne faut jamais le perdre de vue. Voilà. Et c'est pour ça qu'en miroir, donc, ce que nous faisons aussi bien en tant qu'acteurs culturels, responsables politiques, de façon à articuler l'ensemble des choses et l'ensemble, y compris des problématiques qui ont été posées, chacune avec des émetteurs différents. On voit bien que chacun a parlé de là où il est avec son champ spécifique, mais que toutes les problématiques s'articulent pour faire en sorte véritablement que les arts et la culture puissent conforter la démocratie. Parce que, alors il y a des conditions à ça. Les conditions à ça, c'est la liberté totale en art, sans aucune pression et sans aucune injonction politique, quelle qu'elle soit. Tu faisais référence à un livre que j'ai écrit il y a 12 ans pour la première campagne de Jean-Luc en 2012, donc Le capitalisme contre les arts et la culture, que j'ai un petit peu réactualisé cette année. Et j'ai réédité à la fin du livre le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant, fait par 3 personnages quand même singuliers en 1938, André Breton, fondateur du surréalisme, Diego Rivera et Léon Trotsky, à Mexico en 1938. Eh bien, dans ce manifeste qui n'avait pas été réédité depuis François Maspero en 1975, c'est un petit manifeste qui fait 10 pages à la fin du livre, on y voit « Liberté totale en art, toute licence en art ». Liberté totale en art, toute licence en art. Là, on a le concentré de ce que doit être notre boussole pour la défense des arts et la culture et la défense des artistes. Parce que bien évidemment, les arts et la culture, ce n'est pas quelque chose de désincarné, ça s'incarne dans des individus qui, précisément par leur existence sociale et leur humanité, expriment véritablement ce regard sur le monde, cet imaginaire du monde,
cet imaginaire d'un autre monde qui est possible à partir des expressions individuelles et des expressions collectives, et qui précisément rentre en contradiction avec le capitalisme lui-même, et encore plus avec le projet de l'extrême droite. Donc en soi, et ça me paraît important, l'espace des arts et de la culture est non seulement un espace d'expression, de critique sociale autonome, mais c'est donc un espace de subversion et de révolte, en soi. Et pour reprendre une formule chère à Kant, à Hegel et à Marx sur la classe en soi, la classe pour soi, faire en sorte qu'on passe d'une réalité sociale à une conscience de ce que l'on est, il faudrait que les arts et la culture, qui existent en soi, puissent exister pour soi, mais pour l'ensemble de la société. Et je crois que c'est un deuxième élément de la discussion qui est lié précisément à la question des politiques culturelles. Et là, comment on arrive à croiser la question des arts et de la culture, c'est de faire en sorte comment on travaille sur l'éducation artistique, les enseignements artistiques pour les conservatoires, mais je parle de l'éducation artistique qui m'est chère en tant qu'instituteur et en tant que responsable d'éducation artistique depuis 25 ans, comment on fait en sorte qu'il y ait la réappropriation non seulement des œuvres, mais qu'il puisse aussi y avoir la réappropriation des pratiques, comment les politiques publiques arrivent à croiser la question des politiques culturelles et la question de l'éducation populaire, depuis cette fameuse scission des années Malraux entre le ministère de la Culture et la question de l'éducation populaire, qui est portée d'ailleurs par plein de structures historiques, les Léo Lagrange, les CMA, la pédagogie Freinet dans les écoles, avec les enfants créateurs, les enfants producteurs et tout ça. Il faudrait arriver à faire rebouillonner toutes ces questions-là et à les réarticuler. Et je crois que, et là je parle du point de vue du responsable politique que je suis, que encore une fois, et je voudrais terminer mon propos là-dessus, parce qu'on va continuer non seulement à échanger avec vous, enfin je ne veux pas expliquer comment ça va se passer l'animation, mais évidemment il y a une interaction, il y a un échange qui doit y avoir entre nous pour nourrir le débat, parce que ce que l'on fait là, ce sont à la fois des témoignages vivants, mais ce sont des pistes que l'on propose à la réflexion, et c'est bien si on peut sortir avec des éléments concrets pour pouvoir mener la bataille. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas confondre la bataille culturelle, enfin, il ne faudrait pas réduire la bataille culturelle à la bataille idéologique. La bataille culturelle, c'est la bataille idéologique, c'est la bataille des mots, c'est la bataille du sens. Mais il ne faudrait pas que nous réduisions la question de la bataille culturelle uniquement à la bataille idéologique. La bataille culturelle, c'est la bataille idéologique, plus le fait de mettre les arts et la culture et toutes les expressions artistiques, scientifiques, techniques, toutes les créations humaines au cœur du projet politique, parce que véritablement, là, on donne un sens subversif, dynamique et très positif, très humain au combat politique de la lutte pour la démocratie et contre l'extrême droite. Merci beaucoup. Et pour ouvrir l'espace de la discussion, merci Jean-Christophe. Si tu fais bien de préciser comment ça marche. Évidemment, donc voilà, l'idée c'était de pouvoir prendre la parole et de vous la donner en rappelant que, comme tout service public, évidemment, la culture, on n'est pas obligé d'y travailler pour s'y intéresser, et c'est quelque chose aussi qui nous est cher dans le groupe de travail, groupe thématique culture. On a plein de personnes qui ne travaillent pas dans le secteur culturel mais qui s'y intéressent, et encore une fois c'est un service public, la culture qu'on défend. Donc voilà, on est ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour pouvoir échanger avec nous. Merci encore.